En 2023, le CREDOC, vous savez, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, alertait l'insuffisance alimentaire touchait 45% de la population contre 42% en 2016. Cet écart, somme toute relativement faible, 3%, mais en augmentation quand même, en cache un autre beaucoup plus important et beaucoup plus inquiétant. Ils étaient en 2016 9% à reconnaître ne pas manger à leur faim et ils sont 16% fin 2022. Ce qui veut dire qu'en France, 7e puissance mondiale, encore, plus d'une personne sur 6 reconnaît ne pas manger à sa faim. Voilà les résultats dans notre pays. Dans ce contexte, la stratégie alimentaire territoriale, SAT, que nous portons, que je vous présente ce soir, vous le comprenez, est particulièrement nécessaire et particulièrement importante. Elle est le fruit d'un travail qui aura duré plusieurs années, mais qui présente à mes yeux le mérite essentiel d'avoir été élaboré de façon particulièrement collective. En effet, dès 2020, lorsque Monsieur le maire m'avait confié cette délégation de la démocratie alimentaire, nous avions posé notre vision, une question aussi vitale que l'accès à une alimentation de qualité, adaptée à chaque âge de la vie, doit être traitée en permettant à chacun de donner son avis, d'expliquer ses difficultés et, si elle ou il le souhaite, de participer à l'élaboration de nouvelles actions. Je suis ce soir particulièrement heureuse de pouvoir affirmer que de nombreuses citoyennes et nombreux citoyens de notre ville ont contribué concrètement à cette SAT. Heureuse et pleine de gratitude envers ces membres d'associations de quartier ou de représentants d'ONG nationales, ces collectifs d'habitants, ces universitaires chercheurs, ces entrepreneurs, sans oublier bien sûr mes collègues et leurs services, toutes ces personnes qui ont permis de réaliser ce document très riche. Le 7 novembre dernier, nous étions plus d'une cinquantaine en salle des fêtes pour officialiser cet engagement commun et lancer ensemble notre CLAM, le Conseil local de l'alimentation de Montreuil. Le droit à l'alimentation recouvre plusieurs champs de l'action publique. Il doit répondre à plusieurs enjeux en effet. Un enjeu vital de l'accès à une nourriture en quantité suffisante en fonction de son âge. Un enjeu de santé publique, pouvoir accéder à une nourriture qui ne rend pas malade. Un enjeu de justice sociale, pouvoir se nourrir sainement et en quantité suffisante, quels que soient ses moyens financiers. Un enjeu de robustesse ou de résilience de nos systèmes d'approvisionnement en milieu urbain. Je vous signale au passage que des chercheurs en sociologie ont dit qu'en cas de blocage de notre Île-de-France entre ce que l'on vit aujourd'hui et le Moyen-Âge où chacun essaie de s'entretuer pour trouver à manger, il y a une semaine de blocage. Voilà. Un enjeu de sobriété et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis enfin, un enjeu économique pour tous les producteurs. Si nous voulons pouvoir nous nourrir sainement, il faut que les paysannes et les paysans qui produisent nos aliments puissent eux-mêmes vivre correctement de leur travail. Or, les différentes crises du monde agricole nous ont montré que ce dernier point était loin d'être effectif dans nos territoires ruraux. Nous avons donc élaboré cette SAT en posant le diagnostic, les ambitions politiques et en les décrivant au sein de fiches actions que vous pouvez découvrir dans le document qui vous est présenté ce soir. Ce document s'articule autour de 3 axes, la justice sociale et la démocratie alimentaire, la santé et le bien-être par l'alimentation, un système alimentaire résilient et respectueux de l'environnement. Par ailleurs, notre SAT s'inscrit en cohérence avec les plans alimentaires du département et de la métropole du Grand Paris, 2 collectivités avec lesquelles nous avons déjà engagé des coopérations fructueuses. Aujourd'hui, certaines des actions qui vous sont présentées sont déjà effectives. Évidemment, je ne les citerai pas toutes, mais parmi elles, la promesse tenue de faire revenir en gestion publique les quelques 9000 repas servis chaque jour dans nos cantines scolaires ainsi que dans les crèches. Depuis août 2024, nous sommes adhérents au syndicat Table Commune, ce qui va nous permettre d'organiser la livraison des repas en contenants réutilisables et nous permet déjà de proposer 2 repas végétariens par semaine, de développer l'achat de fruits et légumes bio grâce à l'adhésion conjointe à la COP Bio d'Île-de-France
et tout ceci en évitant l'emballement financier des prix qui étaient exigés par le privé. Nous avons également créé la CASAM, Coordination des acteurs et actrices sociaux de l'aide alimentaire de Montreuil, qui rassemble les structures mobilisées auprès des familles les plus fragiles au plan financier, en coopération avec le CCAS. Avec certaines de ces structures, et toujours en coopération avec le CCAS, que je remercie très sincèrement, nous sommes en train d'étudier la prochaine mise en place d'une plateforme de stockage et de distribution alimentaire qui aura pour objectif de proposer des produits sains à des prix correspondant au pouvoir d'achat des familles. Avec le département de Seine-Saint-Denis et l'ONG Action contre la faim, nous avons mis en place l'expérimentation Vitalim et le projet Passerelle Plus, dont nous avons déjà parlé ici, et qui nous ont permis d'aider plusieurs centaines de personnes. Enfin, je voudrais souligner aussi l'engagement, via l'engagement de notre centre social Grand Air, via également le budget participatif et son action au Morillon, au sein du centre expérimentaux, ou en soutenant certaines associations, les Arts dans les murs, le Sens de l'humus, Récolte urbaine, la ville de Montreuil développe une politique de création de cuisine collective dans les quartiers. Ce n'est pas fait par hasard, mais nous souhaitons par là répondre à la demande de celles et ceux qui n'ont pas de cuisine à leur disposition. Je pense évidemment aux résidents des foyers qui n'en ont plus lorsque les foyers sont rénovés avec les nouvelles normes imposées par les bailleurs sociaux, mais je pense aussi aux dizaines de femmes qui se trouvent seules avec enfants à la rue, et je pense enfin aux étudiants qui sont de plus en plus en précarité alimentaire et qui ont besoin de pouvoir accéder à des cuisines où il leur est loisible de faire des repas peu chers et abordables. Je ne peux pas être exhaustive ici, mais je termine en vous disant juste que cette stratégie est évidemment en évolution permanente et qu'elle sera complétée au fur et à mesure des travaux du CLAM et en fonction de nos moyens budgétaires. Une chose est sûre, la politique alimentaire de notre ville est désormais collective et active. Je vous remercie. Définir une stratégie alimentaire de territoire est essentiel à l'heure où la précarité alimentaire explose et que chaque échelon territorial aujourd'hui écrit son plan alimentaire de territoire. De l'État à Est Ensemble, en passant par la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, le département de Seine-Saint-Denis, chaque échelon affirme une ambition sur la question alimentaire. Dans ce contexte, il devenait donc urgent de définir une stratégie montreuilloise permettant de répondre aux besoins et de coordonner l'offre alimentaire sur le territoire. La stratégie alimentaire de territoire mise au débat ce soir appelle de mon point de vue 3 observations. Tout d'abord, il me faut ici rappeler que la stratégie qui nous est présentée ce soir est en gestation donc depuis 2020. Nous sommes en 2025 et on peut dire que vous avez pris votre temps pour la construire. Dans ce contexte, et c'est là ma première observation, on ne peut qu'être étonné de l'absence de pans entiers des réalités alimentaires de notre ville. Pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter par exemple sur les cantines de foyer. Dans le document qui nous est présenté ce soir, il y a de longs développements consacrés aux cuisines collectives. Que ne fut pas ma surprise en constatant qu'il n'était même pas fait mention des cantines qui existent dans les foyers de travailleurs migrants. Quand on sait l'ancrage dans notre ville de ces cantines et les besoins que ces structures satisfont, on ne peut qu'être étonné de leur absence dans la stratégie alimentaire de territoire. Les cantines de foyer sont loin d'être des sujets anecdotiques sur notre ville. Quand on parle de cantines de foyer, on parle quand même de structures ancrées de longue date dans le paysage montreuillois. On parle de structures qui sortent entre 500 et 1000 repas jour à des prix défiant de toute concurrence. Ces cantines permettent bien entendu aux résidents des foyers, on parle donc là aussi de plus de 5000 personnes, d'avoir accès à une alimentation équilibrée, à une somme modique, mais au-delà, c'est des lieux ouverts sur leurs quartiers respectifs et parfois même au-delà. C'était par exemple le cas de la cantine historique du foyer Barra. Les cantines de foyer ne sont pas les seules structures dont l'absence interpelle. Dans le même ordre d'idées, la cantine des Gilets jaunes qui a pris place à l'Aérie et qui menait une expérimentation intéressante est là aussi absente du document cadre en matière alimentaire et cela pose question. Je citerai une dernière expérience dont l'absence m'interpelle, c'est celle de l'AMAP des Castors Bio et de ses paniers solidaires. Voilà encore une belle expérience de solidarité et de mixité sociale dont l'absence surprend. Les 3 expériences que je viens de citer ont ceci de commun que les personnes en situation de précarité ne sont pas de simples bénéficiaires d'aide dans ce cadre-là.
En réalité, ce sont des solidarités et des équilibres autonomes qui se sont construits et c'est de la capacitation citoyenne qui est en jeu. Il eût été intéressant de les inclure dans la stratégie alimentaire de territoire de la ville de Montreuil. Le fait de passer ainsi sous silence des expériences alimentaires aussi ancrées dans la ville interroge sur votre conception de la concertation et de la démocratie alimentaire. Et c'est là la deuxième difficulté que je voulais souligner. En effet, je regrette que cette concertation n'ait pas permis d'associer largement. Pour revenir par exemple sur les cantines de foyer, je sais que les dames qui font vivre ces cantines, les résidents des foyers eux-mêmes, ainsi que leur soutien, vous ont sollicité. Je me souviens même d'une pétition qui circulait à la fête de la ville. Toutes ces personnes étaient prêtes et disponibles pour participer à la construction de la stratégie alimentaire de la ville. Vous étiez informés de leurs desseins et c'est volontairement que vous les avez tenus à l'écart. Même ce soir, vous avez refusé de faire droit à leur demande d'intervention. C'est fâcheux, surtout lorsque ce refus provient d'élus qui, au plan local comme national, se disent sensibles à ces sujets. Encore et toujours donc l'écart entre la parole et les actes. Plus que jamais, ils ont besoin de votre soutien et vous refusez de leur tendre la main, sans proposer d'ailleurs de solution pour nourrir toutes ces personnes avec de faibles revenus, quand demain, si rien n'est fait pour ces cantines, elles seront fermées. La troisième difficulté que je relève dans la stratégie qui nous est présentée ce soir est relative à la cantine scolaire. Vous insistez dans ce document sur l'accompagnement vers une alimentation saine et la pédagogie qui est faite avec les enfants. C'est une noble ambition qui est contrariée par le manque de moyens. Pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter sur l'organisation du temps de la pause méridienne et du déjeuner dans la plupart donc, des cantines de notre ville. Faire de la pédagogie autour de l'alimentation, c'est une excellente chose, mais comment voulez-vous faire y parvenir quand sur 11 animateurs dans certaines écoles, donc 11 animateurs prévus pour encadrer la pause méridienne, vous ne disposez que de 6 ? Comment faire de la pédagogie autour du bien manger, comme vous dites, quand les enfants ne disposent parfois que de 20 minutes pour manger ? En fait, c'est mission impossible. On peut afficher l'objectif, mais tant que les tensions en matière de personnel restent ce qu'elles sont, malheureusement, l'objectif ne peut être atteint. Pour conclure, je voudrais dire ma déception quant à cette stratégie que vous avez mis beaucoup de temps à élaborer et en définitive, donc on se rend compte qu'en fait, la montagne accouche d'une souris. On s'attendait à un document cadre pour accompagner la transition écologique sur le plan alimentaire et on se retrouve avec un document qui occulte le vécu de nombreux Montreuillois et qui, plutôt que penser comment nourrir mieux le plus grand nombre, pense à comment accompagner, sensibiliser au bien manger. Bien sûr que c'est utile d'accompagner et de sensibiliser au bien manger, mais malheureusement ce n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est dommage que vous n'ayez pas su vous saisir de cette occasion, d'autant que vous aviez la chance d'être sur une ville où les énergies existent et étaient disponibles pour vous accompagner sur cette trajectoire. C'est quand même étonnant que ce qui était quand même présenté au début du mandat comme une des priorités du mandat et des politiques municipales finisse par produire une stratégie en 2025, c'est-à-dire dans la dernière année du dit mandat, et donc avec des projets ou des propositions qui sont censés se mettre en place dans l'avenir, mais donc en toute fin de mandat, voire au-delà de la fin du mandat. Alors il y a évidemment des choses intéressantes, hein, il y a y compris des rappels de fond sur un certain nombre de choses qui sont importantes de dire. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien à Montreuil et sur le territoire. Il y a même des expériences intéressantes. Je vais donc redire aussi que les expériences qui sont faites avec le département, et notamment Vitalim, sont le fruit du travail acharné de deux élus écologistes, Frédéric Denis et Tessa Chaumillon. Tessa Chaumillon qui est une élue par montreuilloise, donc autant la citer. Il y a des choses qui sont faites, c'est sûr, et il y a une volonté de travailler avec les associations, avec les AMAP. Voilà, c'est très bien, mais c'est souvent des choses qui existent déjà depuis un certain temps, qu'il est bien de montrer, mais voilà. Sur la démocratie alimentaire, puisque c'était le grand thème, voilà. Donc vous avez, le fleuron de la politique alimentaire de la ville, c'est donc d'avoir mis en place ce comité local, donc le CLAM, dont nous avons en vain demandé la composition. Alors on a fini par avoir une liste d'associations, c'est très bien, mais il est censé être composé d'un certain nombre d'élus dont nous n'avons toujours pas les noms.
c'était censé nous être révélé en séance ce soir. Ben, pour l'instant, on attend toujours, mais il a le sens de faire monter le suspense. Il y a des élus donc d'Est Ensemble, de la métropole, de la ville de Montreuil. En tout cas, on peut vous garantir que pour la ville de Montreuil, il n'y a pas l'opposition. On n'a pas été. Donc c'est la démocratie sans le pluralisme. C'est une conception de la démocratie qui a existé dans certaines républiques populaires. Voilà. Bon. Par ailleurs, le grand sujet, c'est aussi donc d'être revenu à une gestion publique des cantines, et donc avec table commune, syndicat intercommunal, que je ne qualifierai pas politiquement, mais dont chacun connaît la composition essentielle. Nous sommes enfin adhérents, nous sommes entrés en force au conseil d'administration, puisque la ville de Montreuil a obtenu qu'il y ait 5 élus représentant la ville de Montreuil. Hélas, Mireille Alphonse était toute seule pour représenter Montreuil au premier conseil d'administration, puisque 4 titulaires étaient absents. C'est un peu dommage de demander d'avoir 5 élus pour être finalement toute seule. Mais après tout, ça n'a pas empêché de devenir vice-présidente. Félicitations. On se félicite que Table Commune respecte la loi Egalim. Bah oui, quand même, heureusement. Il était promis 40% de bio. Tout à l'heure, Catherine Dehaye a dit il y a 35%. En réalité, on est à 29%. C'est dit dans le PV du conseil d'administration. On est en 2024 à 29% et on vise 32% en 2025. Donc voilà, on est un peu loin du compte. Voilà. Par ailleurs, les tarifs augmentent de 3,1% en 2025. Donc ça fera un coût voilà, pour la ville. Et par ailleurs, il y a une cantine, une nouvelle cuisine centrale, cuisine qui est construite à Tremblay. Je pensais que c'était la nouvelle cuisine centrale, mais non. Il faut encore construire la nouvelle cuisine centrale. Pour l'instant, rien n'est prévu. Celle de Tremblay va coûter 20 millions. On n'a aucun chiffrage sur la nouvelle cuisine centrale, sachant que la cuisine d'Ivry n'a eu un sursis que jusqu'à fin 2026. Après, elle est obligatoirement fermée. Donc, ce serait intéressant de savoir, au-delà de 2025, la stratégie est censée être jusqu'à 2027. Qu'est-ce qui va se passer? On a 2 amendements avec ma collègue qu'on présentera, donc j'imagine, ensuite. Un sur les cantines de foyer. Ma collègue a rappelé quand même, c'est quand même dommage de ne pas en avoir parlé du tout dans la stratégie. Par ailleurs, on y reviendra, mais c'est important. Et sur la gratuité des cantines, ça a été rappelé tout à l'heure, c'était dans votre programme. On espère pouvoir vous aider à tenir une de vos promesses. Mais si le projet de délibération reconnaît qu'il s'agit ici d'adopter, je cite, un document cadre non exhaustif des politiques alimentaires de la ville, nous regrettons fortement l'absence de certains sujets qui concernent pourtant des milliers de Montreuilloises et de Montreuillois. Tout d'abord, comment ne pas nous faire l'écho ici des revendications de centaines de travailleurs migrants domiciliés dans des foyers montreuillois et de nombreuses personnes qui gravitent autour de ces structures, mobilisées depuis plusieurs mois. Ils demandent à ce que la rénovation de certains foyers, et notamment du foyer Branly, ne soit pas l'occasion pour leurs gestionnaires et l'État d'y supprimer tout espace de restauration collective. À Montreuil, ces cantines informelles ont en effet permis depuis des années de servir des milliers de repas quotidiens à des personnes bien souvent précaires, dépassant largement les seuls résidents de ces foyers qui n'ont d'autre solution pour accéder à une alimentation relativement complète et pour une somme modique. Nous devons donc l'avoir en tête. Des milliers de Montreuilloises et de Montreuillois, résidents des foyers, travailleuses et travailleurs précaires, chômeuses et chômeurs, étudiantes et étudiants, ou encore réfugiés sans papier, trouvent dans ces cantines des repas et du lien social. Les cantines collectives, dont la municipalité soutient et finance l'installation au cœur de plusieurs de nos quartiers, ça a été rappelé par notre collègue Mireille Alphonse, sont une bonne chose. Mais elles ne répondent pas aux besoins dont il est question ici. Elles ne sont ni pensées ni dimensionnées pour être utilisées de manière à assurer les volumes de production et les distributions de repas jusqu'alors garantis par les cantines de ces foyers. Ainsi, la stratégie alimentaire de Montreuil ne peut s'écrire en passant sous les radars ce sujet crucial. Bien sûr, dans ces opérations de rénovation des foyers, nous le savons, le dernier mot revient aux gestionnaires de ces structures et à l'État, qui sont seuls décideurs puisqu'ils en sont propriétaires et qu'ils en financent la rénovation. Mais des exemples récents dans des villes voisines ont montré que la mobilisation de certaines municipalités aux côtés des résidents et l'engagement d'un rapport de force avec les institutions concernées a parfois permis d'obtenir la mise en place d'espaces de restauration collective dans les foyers rénovés
et d'accompagner les résidents dans la structuration de leur activité. J'en viens à un autre sujet manquant de cette stratégie alimentaire, et j'y reviens. Je le rappelais tout à l'heure, nous avons pris collectivement l'engagement, lors des dernières élections municipales, d'instaurer la gratuité de la cantine dans nos écoles pour les enfants des familles les plus pauvres. Mais le document présenté ce soir n'aborde pas cette question et semble donc abandonner cette promesse qui pourtant nous engage. Nous réitérons donc notre demande, une fois encore, que cette mesure soit mise en œuvre d'ici la fin du mandat et sommes prêts à y travailler, nous l'avons déjà fait. Nous appelons concrètement à ce que le Conseil local de l'alimentation de Montreuil intègre, dans un avenir proche, les acteurs concernés par les sujets des cantines dans les foyers de travailleurs migrants d'une part et de la cantine scolaire d'autre part. Cette instance élargie pourra ainsi, dans le courant de l'année, c'est ce que nous proposons tout du moins, rédiger au minimum 2 nouvelles fiches actions qui permettront d'élargir le périmètre de notre stratégie alimentaire à ces sujets qui aujourd'hui manquent et que nous pourrions adopter à l'occasion d'un prochain conseil municipal. Donc l'amendement ajouterait dans la fiche 6 ou la fiche 10 éventuellement de l'action, parce que c'est les 2 fiches qui parlent de ces questions-là, le point suivant: la commune veillera à promouvoir et à soutenir le maintien des cantines collectives solidaires dans les foyers de travailleurs migrants de la ville. Ça ne dit pas que c'est elle qui doit faire et qui doit payer, mais promouvoir et soutenir. Voilà, comme ça a été fait d'ailleurs à une époque. Le deuxième amendement est sur la gratuité des cantines scolaires. Là encore, pas besoin de faire l'article, puisque vous l'aviez vous-même promis, en fait. Et si ce n'est pas fait cette année, ou du moins qu'il n'y a pas un début cette année, vous ne l'aurez pas fait dans le mandat. Donc l'idée est d'ajouter, vous verrez que c'est modeste, hein, il est ajouté dans le grand 2 de la fiche 1 de l'action 1, puisque c'est là que ça parle des cantines scolaires. Dès l'année 2025, la commune lancera une réflexion sur les modalités de la mise en œuvre de la gratuité des cantines scolaires. Cette gratuité s'appliquera dès la rentrée 2025 aux familles les plus défavorisées. Parce qu'en fait, en lisant le document, je me suis rendu compte que l'association Appui était partenaire justement de la ville sur cette stratégie alimentaire de territoire. Et il se trouve que les membres de cette association ont participé justement à une expérience à Saint-Denis avec la mise en place d'un restaurant social qui s'appelle Tafé Mafé. L'association qui porte ce restaurant social a été créée à la suite de la reconstruction d'un foyer de travailleurs migrants, déjà à l'époque géré par Adoma. Donc, je parle d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce restaurant social est devenu donc un acteur majeur de l'insertion. Il délivre 500 repas par jour. Et donc, la question en fait, qui s'est posée à Saint-Denis il y a 20 ans, aujourd'hui, elle se pose à Montreuil. Et je pense que, comme on dit, quand il y a une volonté, effectivement, il y a un chemin. Je pense que là, il y a un petit chemin possible et qu'il serait judicieux de saisir. Vous ne m'empêcherez pas de souligner amicalement à mon camarade Pierre Cerne que j'apprécie énormément d'entendre le fait qu'au département, nos collègues écolos travaillent de façon acharnée et que nous, ici, nous ne ferions rien. Enfin, sous-entendu, ici, nous ne ferions rien. Je trouve ça relativement rigolo. Et juste pour le rassurer, la ville de Montreuil, quand le département a gagné l'appel à projet qui était mené par l'État et a gagné donc l'argent nécessaire à développer le projet Vitalim, la ville de Montreuil a été la première ville à dire nous sommes partants, nous répondons, nous faisons avec, et je peux vous assurer que nous avons beaucoup travaillé et je remercie infiniment les services de la stratégie alimentaire et du CCAS parce que nous avons beaucoup travaillé pour accompagner cette mise en œuvre Vitalim. Par ailleurs, autre sujet, vous ne me verrez jamais m'excuser d'avoir mis du temps à réussir à rassembler autour de la table, au sein du CLAM, des gens aussi différents que des collectifs d'habitants au Morillon, que des enseignants-chercheurs à l'INRAE et à AgroParisTech, que des entrepreneurs montreuillois, et y compris le Conseil des aînés à qui on a proposé d'intégrer ce CLAM très récemment. Vous ne me ferez jamais m'excuser du fait que ça a pris du temps. Oui, la vraie démocratie participative, ça prend du temps. Et quand, lors du lancement du CLAM,
je me suis permise de dire, est-ce qu'il y aurait parmi vous des personnes qui seraient volontaires pour faire partie du comité d'animation du CLAM? Je dois vous avouer que les services de la ville avec lesquels je travaille m'ont dit « Ouh, Mireille, vous y allez peut-être un peu fort ». Et moi, je me disais peut-être que je vais faire un flop. Et en fait, non seulement on n'avait pas fait un flop, mais 9 personnes ont levé le doigt et font maintenant partie de ce comité d'animation. Et je suis la seule élue dedans. Donc, juste la démocratie participative, quand on s'en donne les moyens, ça marche et ça produit. Et ça produit tellement que là, comme je le disais tout à l'heure, on commence à travailler sur une plateforme, et effectivement, Madame Younis, avec appui, et on ne vous a pas attendu parce qu'avec appui, on a déjà commencé à travailler sur un certain nombre de réponses pour Montreuil, mais je préfère vous présenter des choses quand elles sont effectives, plutôt que vous dire simplement, dans un certain futur, on voudra... Effectivement, on travaille avec appui, et effectivement, à partir de cette plateforme qui va être mise en œuvre dans les prochains mois, nous savons déjà que nous pourrons développer toute une série de réponses sous forme d'un tiers-lieu alimentaire dans le Haut-Montreuil. Donc, voilà, je me sens relativement à l'aise avec ça. Juste très concrètement, Monsieur le maire, dire pour répondre à la question de Pierre Cerne, 9 de mes collègues élus ont été conviés à participer au Conseil local de l'alimentation et ils ne sont pas conviés à participer à ce conseil en raison de leur couleur politique, mais en raison de leur délégation au sein de cette municipalité et donc des compétences qu'ils développent au sein de cette municipalité. Il y a aussi Est Ensemble, parce que effectivement, monsieur Lionel Benarous porte cette politique au sein d'Est Ensemble. Il y a bien évidemment Madame Tessa Chaumillon, puisqu'on travaille main dans la main sur un certain nombre de sujets. Il y a bien évidemment, dans le même ordre d'idée, Madame Djeneba Keita, et pour le table commune, le directeur fait partie du Conseil local de l'alimentation et il était là. Maintenant, mes collègues qui font partie du Conseil local, si vous voulez vous désigner, vous le faites, mais comme j'ai pas eu le temps de vous demander votre avis, eh bien voilà, je pourrais dire que l'élu à l'éducation en fait partie, l'élu à la santé en fait partie, l'élu au CCAS en fait partie, l'élu qui est chargé de la valorisation des déchets aussi, ma collègue qui s'occupe des centres de quartier du budget participatif en fait partie, ma collègue qui fait partie et que je remercie pour son intervention des crèches, qui s'occupe des crèches en fait partie, ainsi que Madame Personnes âgées et Conseil des aînés en fait partie, ma collègue en charge de la politique d'égalité femmes-hommes en fait partie, et enfin ma collègue en charge notamment des AMAP en fait partie. Et simplement parce que je vais m'arrêter tout de suite après Monsieur le maire, puisque les castors bio ont été évoqués, je voudrais juste dire que pour qu'il n'y ait pas de dissension au sein de l'ensemble des AMAP de la ville, parce que les castors bio c'est une AMAP parmi d'autres, nous avons convié et invité la Fédération francilienne des AMAP. Je vous remercie. S'agissant des 2 amendements, l'exécutif en proposera le rejet. S'agissant de la cantine, je tiens à préciser que suite aux décisions que nous avons prises, notamment s'agissant de la commission famille, il y a à peu près 3 à 6% selon les années des personnes fréquentant la cantine qui bénéficient de la gratuité. Dominique Attia aura l'occasion de faire le bilan lors d'un prochain conseil municipal de ce sujet. Et sur le sujet des cantines, comme sur le sujet de la restauration informelle sur les foyers, il nous semble malvenu de statuer de manière lapidaire sur des sujets qui sont par ailleurs profonds, intéressants et nécessaires de traiter de manière ordonnée. Je mets aux voix donc le premier amendement qui concerne les foyers, qui a été présenté par Pierre Cerne, qui est pour, contre. Une explication de vote sur les amendements. Donc nous, on va s'abstenir sur ces amendements, pas parce qu'on est opposé à ce qu'ils proposent sur le fond, mais parce qu'on a suggéré dans notre intervention, et vous l'avez sans doute entendu, une autre méthode, c'est d'élargir le Conseil local de l'alimentation de Montreuil aux acteurs concernés par ces 2 sujets, notamment les représentants des résidents des foyers, de celles qu'on appelle les cuisinières, des acteurs
concernés par l'accès à la cantine scolaire pour les enfants des familles les plus pauvres, afin que ces personnes-là, qui sont directement concernées par les sujets, puissent contribuer à la stratégie alimentaire. Avec la proposition qu'on fait, c'est la rédaction de 2 nouvelles fiches actions sur ces sujets qu'on pourra adopter dans ce conseil municipal. Et non, on ne veut pas que ce soit fait à la vite sur un coin de table en chambre ce soir, mais on voudrait que les personnes concernées y participent. Voilà la raison de l'abstention. Merci beaucoup. Donc les votes contre ont été notés. Abstention. Je vous prie de lever les mains. Proposition rejetée. Je mets l'amendement cantine aux voix. Qui est pour? Abstention. Proposition rejetée dans les 2 cas. Je mets l'ensemble du rapport aux voix. Explication de vote. 2 pour, 3 abstentions et le reste contre les 2 amendements, comme ça tout le monde le sait. Et donc, au vu de ça, et effectivement du fait que vous laissez quand même une partie des Montreuillois de côté et des Montreuilloises dans cette stratégie, nous nous abstiendrons, Choukri Younis et moi-même, sur cette stratégie. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Contre, abstention, 5 abstentions. Le projet est adopté. Délibération numéro 6 qui concerne une aide d'urgence au Secours populaire français en soutien à la population de Mayotte suite au cyclone Chido.